Salut tout le monde, bienvenue au balado à la volée. J'espère que vous allez bien. Les deux Maxime au micro en ce mardi pour discuter de l'actualité tennis. Yes. Ben Max, quand on arrive à la mi-mai, on sait ce que ça veut dire. C'est que le deuxième grand chelem de la saison s'en vient bientôt. Roland-Garros est à nos portes. D'ailleurs, le tournoi de Rome qui se dispute en ce moment, c'est le dernier arrêt, si on veut, là, avant Roland-Garros. On va parler un peu de ça aujourd'hui, mais vu que c'est en début de tournoi, ça ne sera pas le sujet principal de notre épisode. On n'aura pas le choix de revenir. C'est le tournoi de Madrid, en fait, qui vient de se conclure, évidemment. Grande victoire de Novak Djokovic. Puis là, c'est justement, tu en as parlé, le deuxième grand chelem qui arrive. On sent justement ce deuxième tournoi majeur de la saison. Puis je pense que Novak Djokovic le sentait aussi dans sa finale contre Stefanos Tsitsipas. Une victoire tout simplement éclatante, dominante de la part du Serbe. C'était impressionnant, oui. Véritablement, puis ça promet justement pour ce deuxième tournoi majeur de la saison. Lui qui a déjà remporté l'Australie, qui a remporté US Open l'an dernier, qui a gagné aussi Wimbledon. Donc, je sais pas, ça sent dans l'air qu'il veut vraiment aller chercher ce Roland-Garros pour encore une fois compléter, si on veut, le petit Serena Slam qu'on se souvient qu'elle avait fait également. Ouais. Gagner les 4 grands chelems consécutivement, mais pas dans la même année. Mais c'était vraiment du grand tennis de la part de Novak Djokovic. Ben, effectivement, puis c'est un niveau de jeu auquel on n'est peut-être pas habitué de voir de sa part si tôt, disons, avant on est quand même à 2 semaines du Grand Chelem, mais généralement, c'est un niveau de jeu qui nous réserve pour les grandes occasions, quand c'est les grands enjeux. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est pas seulement, il y a eu son triomphe, c'était beau à voir, mais c'est pas la seule chose qui a été intéressante dans la semaine. Il y a eu bien des sujets qu'on va discuter. Il y a eu la montée en puissance du jeune Stefanos Tsitsipas. Tout à fait. Vraiment, vraiment bien ce qu'il fait, lui, depuis le début de 2019. Bien sûr, il y a eu la 3e élimination en demi-finale de suite pour Rafael Nadal. C'est lui qu'on attendait en finale parce que c'est toujours le cas avec Rafa sur la terre battue. Et puis, bien sûr, il y a eu le retour sur terre battue de Roger Federer après 3 années d'absence sur cette surface-là. Donc, beaucoup de sujets à aborder durant la prochaine demi-heure, les prochaines 45 minutes. Exactement. Puis on va profiter aussi pour glisser un mot sur nos Canadiens. Une belle rencontre en début de tournoi, d'ailleurs, à Madrid, entre nos deux Canadiens. On avait hâte de voir ce duel. Puis ensuite, évidemment, on a eu le droit aussi à un match entre Félix et Rafael Nadal. Donc, évidemment, plein de sujets à discuter. Puis, pour l'occasion, quoi de mieux que, un peu comme on fait dernièrement, c'est aller directement vers notre analyste tennis à RDS, Hélène Pelletier. Allô, Hélène? Oui, bonjour, messieurs. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Là, tu sors tout juste des ondes, d'ailleurs, pour toi, entre 2 sessions, là, du côté de Rome. Oui, on te remercie. C'est gentil, merci de m'avoir invité. Hélène, c'est une véritable clinique de tennis qu'a offert Novak Djokovic en finale à Madrid il y a 2 jours. J'imagine que tu as vu ça comme nous un peu, là, je me trompe, c'est le genre de performance qui va faire en sorte que les autres prétendants au titre à Roland-Garros vont, disons, trembler un peu, là, à voir le niveau de jeu affiché par Novak. Oui, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point seulement 2 beaux matchs de la part du numéro 1 mondial, alors qu'il nous inquiétait un peu parce qu'on sentait qu'il y avait un manque d'implication de sa part. Il ne donnait pas l'impression de se présenter à ces tournois depuis les internationaux d'Australie et d'être affamé de victoire. Et quelque part, on le savait que son poste au sein du conseil des joueurs lui demandait beaucoup de temps, puis il est beaucoup critiqué également. Monsieur Kermode qui prend la porte, tandis que Roger Federer, Stan Wawrinka, on apprécie ce bonhomme qui a fait beaucoup pour le sport. Les bourses n'ont jamais été aussi intéressantes pour les meilleurs joueurs. C'était un choix vraiment assez spécial, merci. Et toute l'aventure, toutes les folles envolées de Justin Gimelstob qui est supposé prendre la présidence du conseil, puis qui a battu quasiment un ancien copain à mort. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ça l'a dérangé énormément, mais c'était pas, dans mon sens à moi, assez pour expliquer pourquoi il se retrouvait au 3e set puis qu'il donnait pas un plein effort. Parce qu'il faut que tu le joues quand même, ce set-là. On n'est pas au meilleur des 5 manches. Alors, je trouvais que, côté responsabilité en tant que joueur qui a mis des millions et des millions et des millions en banque grâce à son sport, je trouvais ça un peu bizarre, honnêtement, et j'avais hâte. Puis je m'ennuyais du vrai Novak Djokovic. Ouais, c'est pas la celui qui est cosmique, qui se rend sur toutes les balles, qui est très, très précis en fond de terrain, qui semble plier mais ne jamais se briser tel un roseau au vent. Puis là, on l'a eu à partir du match de demi-finale. Puis en même temps, il y a toutes sortes de choses, messieurs, qui sont arrivées dans l'autre portion de tableau, celle du bas. Rafael Nadal qui est poussif par moment, qui n'arrive pas à être constant face au jeune Tsitsipas. Tsitsipas qui décide de jouer le double tard dans la nuit, vendredi à samedi, et arrive en finale complètement sur le poil des yeux après une semaine grandiose. Alors, il y a eu plein d'éléments qui ont fait en sorte que Novak
pouvait à nouveau pour la finale se bomber le torse et gagner cette finale-là facilement. Tu l'as mentionné quand même, il faut parler de Tsitsipas en soi, un tournoi tout simplement incroyable. Évidemment, pour lui, on peut dire presque que sa finale, il l'avait joué en demi contre Rafael Nadal lorsque tu réussis à battre Nadal sur terre battue. Même si Nadal connaît des difficultés présentement, ça demeure tout un exploit. Puis Tsitsipas l'avait fait justement en demi-finale, donc contre Djokovic. Disons que le réservoir devait être un peu plus vide que normalement un joueur le souhaite lorsqu'il arrive en finale. Oui, exactement. Puis en même temps, c'est vrai que mentalement, repartir la machine et de devoir souffrir pour sortir un autre cador, soit Novak Djokovic en ronde ultime, ça devient très difficile. Puis en même temps, lorsqu'on regarde ce qui s'était passé la semaine d'avant à Munich, il est allé chercher le titre. Il enchaîne avec Madrid dans des conditions complètement différentes. Il bat coup sur coup, jour après jour, Verdasco, qui est loin d'être un client facile. Il enchaîne avec une victoire sur Alexander Zverev, où il a dû vraiment s'accrocher, épuisé. Et là, tu joues contre Nadal le lendemain. Et Novak Djokovic, après, à un moment donné, c'est beaucoup. Puis même, moi, je me posais la question, est-ce qu'il devrait jouer à Rome, parce que ça lui fait 3 semaines de suite. Il est 7e au monde. C'est beaucoup demandé à un jeune qui est encore en train d'essayer de faire sa place pour aller chercher des grands titres. Je veux bien croire qu'on veut qu'il s'accumule pour accumule beaucoup de matchs qui donnent beaucoup à l'entraînement également pour se faire du coffre et pouvoir gagner un tournoi du Grand Chelem. Il était tellement proche déjà en Australie avec une demi-finale. Mais à un moment donné, il faut faire attention parce que lorsqu'on est épuisé comme il l'était en finale dimanche, ton corps peut claquer. C'est d'ailleurs blessé légèrement à un genou en début de match et ça a hypothéqué le reste de sa rencontre. Alors, il faut aussi savoir ménager la monture. Il faut être intelligent lorsqu'on fait un horaire durant une année. Oui, puis justement, ça m'amène justement à ma prochaine question. C'est quand même spécial, puis tu en as parlé dans ta dernière chronique sur le RDS.ca, à quel point il enchaîne les matchs Stefanos Tsitsipas depuis le début de 2019. Si mon compte est bon, il en est à 37 matchs en simple, et puis ça, c'est sans compter les matchs qu'il a disputés en double, parce qu'on sait qu'à Madrid, il s'est rendu jusqu'aux demi-finales. Oui. Donc, ça lui est même arrivé durant le parcours de jouer, si on veut, 2 matchs en l'espace de 24 heures, des fois moins que ça. Là. Donc, c'est énormément de tennis pour lui. Pour un joueur qui est maintenant 7e mondial. Là. Oui, il va falloir évidemment s'ajuster. J'espère qu'on va le faire du côté de son équipe. Parce qu'en plus, le problème avec le double, messieurs, c'est que c'est toujours beaucoup plus tard dans la journée. Dépassé minuit, il était encore sur le terrain à jouer son match de demi-finale en double, qu'il a perdu au super tie-break, soit dit en passant. Donc, il n'a pas perdu 1 et 2, là. Il se donne pleinement. Alors, il faut faire attention. C'est vraiment un des plus beaux jeunes joueurs présentement sur le circuit. Pas le choix de glisser un mot sur Rafael Nadal. J'ai le goût tout simplement de te demander, Hélène, qu'est-ce qui se passe avec Nadal présentement sur terre battue? C'était la première fois depuis 2015 qu'il n'était pas capable de remporter soit l'un des premiers tournois préparatoires sur terre battue, le Monte-Carlo, Barcelone, là, maintenant Madrid. Qu'est-ce qui se passe avec Nadal? Oui, il a perdu un tout petit peu de rapidité en fond de terrain, ça c'est une chose. Et on oublie jusqu'à quel point c'est quand même un bonhomme qui est très, très nerveux. Prenez juste, messieurs, le premier set face à Félix Auger-Aliassime, jusqu'à 3-4. Nadal est loin d'être monstrueux, il est loin d'être le grand champion que l'on connaît et qu'on admire. Il était poussif par moments, il ratait beaucoup, ses balles étaient courtes. Puis là, évidemment, il a malheureusement profité des erreurs de Félix qui, au service à 3-4, menait 40-15, aurait dû recoller à 4-4. Et on aimait les chances de notre Québécois à ce moment-là. Ouais. Alors, il est nerveux, il est moins constant. Il m'a donné l'impression, autant à Monte-Carlo, Barcelone qu'à Madrid, d'avoir moins de sensations. Mais ceci étant dit, il y a quand même eu quelques petites améliorations au fil de ces 3 tournois. Et Nadal, évidemment, à Rome, on a l'impression qu'il joue gros, mais ce qui est important, c'est qu'il continue d'aller chercher un tout petit peu de confiance parce qu'on sait qu'au meilleur des 5 manches, il est un monstre à décoller à Roland-Garros. Alors, il faudra voir. Lui, il voit quand même quelques améliorations, surtout à Madrid. Le match qu'il a joué devant Stan Wawrinka, c'était du génie, de A jusqu'à Z. Donc ça, au moins, il peut mettre ça dans sa besace et se dire qu'il est capable de le faire aussi. C'est juste que... peut-être ce qu'il a fait dans le passé, messieurs, c'était hors de l'ordinaire. Puis nous, on voit ça comme une base normale pour Nadal quand ce n'est pas le cas finalement. Oui, tu l'as mentionné avec justesse à quel point il a absolument fait un travail de destruction face à Stan Wawrinka. Puis c'est une des choses que j'ai trouvé intéressante, à quel point il y a 2 adversaires consécutifs ayant un revers à une main lui ont donné lui ont posé des défis différents. Tsitsipas avec son service volé qui a tellement été
je ne sais pas si ça l'a surpris de décontenancer Nadal, mais ça a vraiment été une stratégie qui a porté fruit pour le jeune grec. Et c'est ce qui m'amène à dire un peu que c'est un peu toujours ça le tennis, c'est de voir à quel point est-ce que c'est du côté de Nadal qu'il y a quelque chose qui cloche ou bien si la stratégie et l'exécution de Tsitsipas étaient juste trop bonnes. Ouais, les jeunes ont les dents longues, n'est-ce pas? Parlez-en à Roger Federer qui avait eu 12 balles de bris devant Stefanos Tsitsipas aux internationaux d'Australie et à chaque fois, le jeune revenait avec des schémas d'attaque bien ficelés, bien menés. Alors, il y a un peu de tout. Et aussi le fait, il ne faut pas l'oublier, et ça a beaucoup d'importance, Nadal a été beaucoup blessé dans sa carrière. On a l'impression que c'est un X-ième retour au jeu et quelquefois c'est un peu plus long à aller chercher les bonnes sensations au bon moment lors des points importants. Pensez, il y a 3 ans, moi je pensais que la carrière de Rafael Nadal était terminée parce qu'il n'arrivait plus à bien se sentir sur un terrain. Il était ultra nerveux, ses balles étaient ultra courtes, puis regardez, il a grimpé jusqu'à la première place mondiale avec d'autres grands chelems. Alors, on ne sait jamais, quelquefois c'est juste un petit peu plus long que prévu, mais Tsitsipas a sauvé 12 balles de bris sur 12 face à Roger Federer en Australie. Et là, ces schémas d'attaque étaient vraiment éblouissants dans des conditions qui vont favoriser à Madrid dans l'altitude toujours ceux qui attaquent. Ben, on passe d'un jeune loup à un autre, si tu veux bien. On va aller du côté de nos Canadiens, à commencer par Félix Auger-Aliassime. Bien entendu, on espérait beaucoup de lui dans cette portion printanière de la terre battue, sachant ce qu'il avait fait en début d'année sur cette même surface-là. On ne peut pas dire nécessairement que les résultats ont été intéressants jusqu'à date, mais peut-on vraiment le blâmer parce qu'il y a vraiment eu des adversaires de grande qualité dans les patchs jusqu'à maintenant? Oui, puis ce qu'il y a d'intéressant, vous allez me dire, ce sont de petits débuts, mais il ne faut pas oublier, messieurs, qu'au mois de février, en Amérique du Sud, on n'a pas les tout meilleurs qui sont là. Oui, il y avait Cuevas, qui a déjà été un des meilleurs joueurs de terre battue au monde, mais qui lui aussi a été blessé et a de la difficulté à retrouver son niveau. Fabio Fognini, qui se sentait obligé de tout gagner, évidemment, qui s'est fait indiquer la porte de sortie assez rapidement, merci au premier tour. Alors, c'est pas le même niveau. Les meilleurs joueurs, ceux qui jouent au mois de février, étaient plutôt en Europe, joués à l'intérieur, tournoi de Marseille, tournoi de Rotterdam. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que Félix est allé jouer au mois de février en Amérique du Sud. Ça a été impressionnant de le voir aller jusqu'à la finale, perdu devant Laszlo Djere, mais de battre aussi Cuevas 2 fois, de battre Fognini 1 fois. Puis là, on voit jusqu'où Fognini, évidemment, est grimpé comme une des idoles, un des plus beaux sur Terre après son titre à Monte-Carlo. Mais ceci étant dit, il avait des références. Il avait sa référence aussi côté confiance de la demi-finale au tournoi de Miami. Donc, il a quand même, tu sais, c'était juste un deuxième fois dans sa carrière, dans sa jeune carrière, Félix, qui faisait un grand tableau à Monaco en raison l'année passée aussi d'une invitation. Et première fois qu'il est dans le grand tableau à Barcelone, première fois qu'il est dans le grand tableau à Madrid, et à chacun des tournois qu'il a joué, il a quand même gagné un tour. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il avance quand même. Et puis, je l'ai trouvé juste un petit peu mal à l'aise à certains moments cette semaine au tournoi de Rome. Oui. Puis, malgré tout, contre un 15e mondial, il fait 3-7. sais? Alors, imagine-toi quand il va mettre tout ça en place et qu'il va être capable d'assumer maintenant dans tous les tournois et les grands tournois, parce qu'il est rendu 27e au monde, alors ce ne sera que des grands tournois, quand il va être capable d'assumer ce nouveau statut, il faut s'habituer à être demandé en entrevue non-stop par tout le monde. Il fait le cover, là, la page frontispice de le magazine de l'équipe. Oui. Donc, c'est sans cesse, ça n'arrête plus. De grandes décisions côté affaires également. Alors, il a plus la tête libre là, du petit jeune qui a rien à perdre. Déjà, il a beaucoup à perdre. Tout le monde lui court après. Alors, ça fait beaucoup de choses, puis il faut lui donner du temps. Sa carrière commence. Lorsque l'équipe te compare à un jeune Mbappé du soccer, disons que c'est certain que ça vient avec des attentes maintenant de son côté. Puis lorsqu'on regarde un peu, Hélène, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Rome, c'était beaucoup plus important, je trouvais, pour Denis Shapovalov de connaître un résultat en début de tournoi. Lui qui avait perdu à ses 3 derniers matchs de premier tour, en fait. Donc, pour lui, contre Pablo Carreño Busta, je considérais que c'est vraiment plus important pour Shapovalov qu'il soit en mesure d'aller chercher une victoire, même si maintenant il va affronter Djokovic au 2e tour. Évidemment, on a hâte de voir ce match, mais au-delà des résultats, ça va être de voir son effort. Mais je pense tout simplement d'aller chercher une victoire
avant Roland-Garros, c'était important pour Shapovalov. Oui, puis il a été convaincant. Évidemment, Busta a déjà été un des meilleurs joueurs au monde. Il a été 10e au monde en 2017. C'était lui qui avait arrêté d'ailleurs la belle poussée de Shapovalov alors qu'il avait fait la demi-finale à Montréal et s'était rendu jusqu'à quoi en ronde des 16, au 4e tour. Ronde des 16 au US Open, mais il s'est extirpé des qualifications. Il en était à un 8e match. Et maintenant, c'est l'inverse. L'autre a été beaucoup blessé. Il a glissé au-delà de la 40e place. Alors, j'ai aimé de la façon qu'il a été quand même extrêmement patron, Denis Shapovalov, au premier set. C'est un petit peu perdu à la deuxième manche, mais il est resté calme quand même pour aller chercher la victoire en 2 manches. Et je m'attends à beaucoup mieux de la part de Shapovalov qu'en Australie. En Australie, on sentait que le moment était trop grand pour lui, qu'il n'était pas prêt. C'est juste que Djokovic avait perdu son avance, perdu sa concentration. Ouais. Alors ici, Djokovic a un gros tournoi dans les pattes. Ce sera un début pour lui et il a le jeu, Shapovalov, pour embêter les tout meilleurs. Ça, on le sait. Alors j'ai hâte de voir comment il va se comporter dans ce prochain match. Tout à fait. Tu as parlé des meilleurs qui seront à Rome, mais Roger Federer y sera. Et puis, il était aussi à Madrid là, pour la première fois depuis mai 2016. On l'a vu, Roger, sur la surface, sur la terre battue. Puis franchement, il s'est très bien débrouillé pour un retour. Je pense que un gars compétitif comme lui, un des meilleurs de tous les temps, va toujours vouloir se rendre le plus loin possible. Mais quand même d'avoir battu des adversaires aussi chevronnés que Gasquet et puis Monfils en sauvant 2 balles de match, puis ensuite d'être passé si près de battre Thiem par la suite, il y a de quoi se satisfaire pour le Suisse, quoi. Oui, puis il était heureux, puis il est en appétit présentement, puis il veut se donner une chance de bien faire en 3-5 au tournoi de Roland-Garros. Et il le sait bien que présentement, s'il retourne à la maison, ce ne sera pas Dubaï, ça va être la Suisse. Il fait comme ici 5 degrés. On peut pas s'entraîner dehors sur terre battue, puis on veut pas s'entraîner à l'intérieur non plus, ça ne fait pas de sens. Alors, c'est pour ça qu'il a pris la décision. Vu qu'il avait perdu ce fameux match devant Dominic Thiem après avoir eu 2 balles de match, il avait ça en lui, mais en étant serein quand même, parce que c'était quand même, avouez messieurs, un sacré niveau qu'il avait. Alors il s'est dit, je pense que l'idéal maintenant, c'est de rester dans la continuité, d'aller chercher un peu plus de références en match. Alors c'est pour ça qu'on a bien hâte de voir effectivement comment Federer va se débrouiller à Rome maintenant. Exactement, on va suivre évidemment tout ça avec grand intérêt. Et toi, Yvan, évidemment, du côté de Rome, avant de se diriger vers Roland-Garros. Merci beaucoup, Hélène. Merci, messieurs. Merci, Hélène. Bye-bye. Encore une fois, j'ai le goût de prendre la balle au bon pour continuer à discuter pour Roger Federer. Déjà, ça bouclait un peu la boucle d'une certaine façon, alors que le dernier joueur à l'avoir battu en 2016 sur terre battue, c'était Dominic Thiem. Donc, c'était presque logique en soi que ce soit lui à nouveau qui se réaffronte. Puis... Ça bouclait aussi la boucle dans le sens qu'il a sauvé 2 balles de match contre Monfils avant de gagner, puis il s'est un peu fait faire il s'est fait faire exactement le même tour par Dominic Thiem dans son match de quart. On voudrait écrire certains scripts dans le sport, puis on serait pas en mesure de faire des histoires de la sorte, puis c'est tout de même ce qui se produit. Mais pour revenir sur Federer, en fait, ce que je trouve intéressant aussi pour lui, qu'on sait a toujours connu sa part de difficulté sur terre battue contre Nadal, et avec raison, c'est de voir un jeune Tsitsipas avoir la recette contre Nadal. Et je préfère de loin, si je suis Federer, voir Tsitsipas quand il a du succès contre Nadal que Stan Wawrinka, parce que le style de jeu de Federer peut beaucoup plus se rapprocher justement de Tsitsipas avec les montées au filet que tu as super bien mentionné avec Hélène. Son jeu agressif avec son service. Là, si tu commences à réaliser que Nadal est moins rapide sur la surface, tu peux le prendre de vitesse, tu peux commencer à monter au filet contre lui et moins craindre ces fameux passings que Nadal passait de tout bord, de tout côté à tous les joueurs dans ses grandes années. Puis encore une fois, cette année, là, on ne parle pas qu'il est véritablement sur le déclin, mais de voir que Tsitsipas a connu du succès avec cette recette. Je suis Roger Federer, je me dis, j'ai mes chances contre Nadal cette année, ou du moins je me présente davantage en confiance que Steve Wawrinka, qui lui sait peut frapper comme un bœuf dans la balle tout simplement avec sa force physique, peut déstabiliser certains joueurs, mais là la recette n'avait tout simplement pas fonctionné contre Nadal, c'est un match tout à l'avantage de l'Espagnol. Mais je suis Federer puis je me présente en confiance, oui à Rome, mais à Roland-Garros également. Effectivement, puis évidemment la recette de l'enchaînement service-volée va être très importante pour lui contre les meilleurs sur la surface, de raccourcir les échanges, c'est important, là, malgré qu'il est capable de tenir en échange en fond de terrain, mais pour lui, ça va être justement d'être agressif et de monter au filet. Puis c'est une stratégie qui a quand même bien marché pour lui durant ce premier tournoi sur terre battue en 3 ans. Tout à fait, donc, il a sauvé sa balle de match contre Monfils d'ailleurs avec un service volé, donc faut le faire. Exactement, il faut le faire. Mais il disait également en entrevue après qu'il n'y avait rien à perdre pour lui. Il se disait, je dois l'essayer. Puis c'était un peu, ça passe ou ça casse. Dans le cas présent, ça fait passer pour lui. Mais tout de même, c'est un patron de jeu qui doit se faire davantage confiance, même si c'est une autre surface, qu'on sait que le service n'a pas le même impact.
mais il sert encore admirablement bien. Tu peux reculer le joueur avec ton service, aller prendre l'angle au filet. Donc, je crois qu'on devrait voir Federer monter davantage au filet s'il veut connaître du succès, évidemment. Je crois que ça va être une clé pour lui. Je pense qu'au niveau tactique, il y a les ingrédients intéressants pour avoir peut-être pas nécessairement, je sais pas c'est quoi ses attentes. Est-ce qu'on peut dire qu'il peut se rendre jusqu'au carré d'as? Je dirais pas que c'est impossible, absolument pas. Non. Est-ce que je le verrais par contre parmi mes 5 premiers favoris pour l'emporter à Roland Garros? S'il fait mon top 5, ce serait probablement en tant que 5e là, derrière. Bon, si je veux mouiller, disons, Djokovic, peut-être qu'avec cette performance-là, pour moi, il devient le favori pour gagner un deuxième Grand Chelem de suite. Ensuite, Nadal, pas le choix de l'inclure dans ce calcul-là. Tout à fait. Je dirais que le 3e et le 4e, j'irais peut-être avec Dominic Thiem, sachant à quel point il excelle année après année, tournoi après tournoi sur cette surface-là. Et puis, le petit nouveau Stefanos Tsitsipas, probablement 4e favori pour moi pour l'emporter, mais on verra. Exactement, mais écoute, juste pour enchaîner sur ça, moi j'ai l'impression, pour faire le mien, chaque année je me dis Nadal, je ne sais pas trop. Puis là, cette année, il y a toutes les raisons de croire que ça se passe moins bien pour lui, mais j'ai de la misère à voter contre Nadal en 3 de 5 sur terre battue. C'est une paire de manches de tenter de le sortir à Roland Garros. Je pense qu'il y a 11 titres qui te tirent en cette direction-là, 11 trophées de Rafa. Dans ma tête, tout Seigneur, tout honneur, je vais garder Nadal comme favori pour Roland Garros, même si on va sûrement s'en reparler avant le début du tournoi. Puis il y a des fortes chances que je dise que je crois inévitablement aux chances de Thiem, Djokovic évidemment. Donc disons que l'écart est beaucoup moins grand avec Nadal que les années précédentes, mais j'ai pas le choix en ce moment de voir Nadal comme favori. On verra ce qui va se passer évidemment avec le tournoi de Rome. Je veux pas totalement mouiller, mais disons que pour l'instant c'est Nadal, mais après je suis tout à fait d'accord avec toi. Un Djokovic, Thiem, très serré quand même. J'ai hâte de voir Thiem, ce qu'il peut faire encore une fois année après année, mais j'ai l'impression qu'il y a le jeu, puis on l'a vu contre Djokovic, ça a été le match le plus accrochant du tournoi pour le Serbe. Puis c'est là également qu'on a vu, Hélène l'a mentionné, qui a dû hausser son niveau de jeu. Ben oui, revenu d'un bris de retard dans chacun des deux sets, dans chacun des 2 sets pour remporter finalement 7-6, 7-6. Ça amène encore plus, je pense, à l'exploit de Djokovic de ne pas avoir perdu une seule manche durant tout le tournoi. Lui qui n'avait pas nécessairement ses repères dernièrement, il avait simplement fait un quart de finale à Monte Carlo, je crois. Oui, à Monte Carlo, puis ça avait été très compliqué contre Coach Rabard. Je me souviens, il y avait eu une séquence dans ce match-là, ça fait quoi, 3 semaines de ça, là, c'est récent, une séquence où il avait perdu 4 fois de suite son service contre Coach Rabard pour finalement l'emporter. Mais 2 matchs après, il avait eu sa défaite contre Medvedev ensuite là, à Monte Carlo. Tout à fait, donc ça va être devoir de son côté. On est loin du niveau qu'il affichait en seulement 3 semaines. Là, il a fait un bond gigantesque Novak. Exactement. C'est quand même spécial de voir que son seul titre cette année, c'était à Melbourne pour les internationaux d'Australie. C'est un peu ça. C'est ça pour tous les joueurs en ce moment de ce circuit. On avait parlé lors du précédent balado, mais aucun joueur n'a encore gagné 3 titres cette année. Tsitsipas avait la chance d'être le premier à le faire en finale. Finalement, Djokovic leur en aura privé, puis lui aurait eu son 2e titre de la saison. Donc ça va être à voir s'il y en a un qui va réussir à avoir ce 3e titre. Puis je veux pas te ramener ça en plein visage, mais Nadal n'a toujours aucun titre en poche en 2019. Tout à fait. D'ailleurs, ça m'amène... Les statistiques ne font pas nécessairement foi de tout, mais j'aimerais dire que la seule fois où Nadal, depuis son entrée sur le circuit sur le circuit ATP, à ne pas avoir remporté l'un des 3 tournois de Monte Carlo, Barcelone ou Madrid, ben, c'est arrivé une seule fois, puis c'était en 2015, et ça s'en est suivi d'une défaite en quart de finale à Roland Garros contre Novak Djokovic. Tout à fait, j'espère. En ce moment, c'est enregistré de toute façon, donc on va pouvoir en parler évidemment après le tournoi. Mais puis même pour enchérir sur cette statistique que tu mentionnais, pas de titre pour Nadal cette année, c'est la première fois depuis 2004 tout simplement que ça se produit, qui arrive qui arrivait à Madrid sans aucun titre. Donc là, on va voir si ça va se poursuivre. Là, mais donc c'est un début de saison sur terre battue auquel il ne nous a pas habitués, l'Espagnol. J'espérais pour lui que ce ne soit pas en cause de blessure éventuellement. Là, son genou, on sait qu'il a eu des difficultés en début de saison. Puis à quel point il a été en mesure de retrouver son rythme. Il y a eu des signes encourageants, comme Hélène l'a mentionné, de tournoi en tournoi. On voit qu'il s'améliore tranquillement. Et Nadal sur terre battue demeure tout de même une référence. Contre Wawrinka, il m'avait véritablement impressionné dans ce match. Je me disais, on a retrouvé le Nadal des grands jours. Tsitsipas va faire une performance tout simplement incroyable aussi. Il avait la manière pour le battre. Donc ça va être de voir pour la suite des choses. Mais sans doute, il faut s'attendre à des matchs plus accrochés cette année à Roland-Garros en ce qui concerne Nadal, lui qui d'habitude passe au travers de ses joueurs à 3 manches et il n'accorde que 2-3 points par manche. Ben avec Nadal, c'est pas compliqué. Il connaît il y a une seule vitesse, puis c'est la vitesse, la 5e. Donc, s'il n'est pas capable d'aller chercher justement d'embrayer à cette 5e vitesse-là, ben ça rend les matchs un peu plus compliqués des fois pour lui. Tout à fait. Simplement, je pense qu'il faut
faut tout de même le mentionner en ce qui concerne ce titre pour Novak Djokovic. C'est un 33e titre pour lui en Masters 1000. Donc, il vient égaler Nadal à ce chapitre. Pour référence, c'est Federer qui est 3e avec 28. Donc, on n'en parle pas trop, justement, mais Djoko qui est le seul à avoir gagné tous les Masters 1000 sur le circuit au moins une fois. On se souvient, il avait complété l'an dernier. Donc, tranquillement, il fait son nom dans l'histoire lui aussi du tennis. On dirait qu'on le classe toujours 3e. Évidemment, on met Federer, Nadal, Djokovic, on en parle moins, mais même au niveau des titres du Grand Chelem, il se rapproche de Federer tranquillement aussi. Donc, je pense qu'il fait son nom dans l'histoire, mais un peu plus dans l'ombre. On dirait qu'on ose moins en parler de Djokovic. Pourtant, ses statistiques sont tout simplement incroyables. Il n'y a pas de quoi être dans l'ombre, ça, c'est certain. Ouais. Pas du tout. Donc, faites un tour, évidemment, Federer, ce qui suit avec Rome, on en a parlé un peu. Parler de nos Canadiens, je pense que Félix, tu l'as mentionné, il a affronté des grosses pointures dans chacun de ses tournois, n'a pas livré des mauvaises performances en soi, était capable de tenir son bout, même à Rome contre Coric, qu'il avait battu à Miami. C'est vrai, il se présentait sur terre battue contre Coric. Un match, encore une fois, c'était un bon test pour Félix dès le premier tour, pas un tirage au sort facile, puis s'en est bien tiré d'être capable d'aller chercher une manche. Pour lui aussi, c'est du tennis de haut niveau qui s'enchaîne de semaine en semaine. C'est pas la même chose que sur le circuit Challenger pour lui, c'est tout nouveau, tout beau. Donc je pense qu'il peut se présenter à Roland-Garros satisfait de sa saison sur terre. Lorsqu'on regarde les circonstances, c'est évident qu'il aurait voulu se rendre plus loin dans certains tableaux, mais lorsque tu joues contre Nadal, théoriquement, c'était le bon moment pour jouer contre Nadal parce qu'il y avait un virus au début de semaine. Puis là, on commençait à jouer là-dessus. Il a la chance de s'entraîner. Peut-être que Félix peut aller causer une surprise, mais il est resté dans le match contre Nadal. Il s'est pas fait faire 2 bagels. Non, il n'a vraiment pas été dominé ou quoi que ce soit. Le score n'indique pas nécessairement qu'il a eu des chances quand même de rester très près de Nadal dans ce match-là. Là, ça s'est décidé à pas grand-chose. Mais effectivement, ça va être intéressant pour lui d'arriver à Roland-Garros en étant une tête de série là, avec son rang actuel. Il va y avoir des confrontations différentes avec des adversaires de moins bon calibre. Probablement, ça dépend toujours du hasard du tirage au sort. Mais quand même, il y a moyen de penser qu'il va y avoir un adversaire accessible au premier tour, peut-être même au deuxième. Ça va être à surveiller pour Félix. Tu as dit que tu as parlé du fait qu'il jouait contre Coric puis qu'il avait livré un bon combat malgré tout. Ben, il faut saluer quand même les gens qui se sont levés pour regarder ce match-là parce que c'était à 5 heures. Moi, j'avoue qu'avec mon horaire de travail, j'ai regardé ce match-là en différé, mais je l'ai apprécié néanmoins. Puis, c'est quand même des points d'expérience pour Auger-Aliassime, même si ça s'est soldé à Rome par une exclusion au premier tour. Exactement. Puis si on veut être, je pense, pointilleux, parce que ça fait plusieurs matchs qu'on voit de lui cette année, parce qu'on en a la chance justement de ne pas simplement aller chercher des streamings de tournois obscurs. Là. Cette année, il est sur les grands tournois. Ouais. Ce que je remarque dans son jeu présentement, Félix, c'est puis c'est le cas pour plusieurs joueurs que ça fait plusieurs années qu'ils sont sur circuit, mais sa deuxième balle de service, il va falloir qu'il la travaille vraiment plus parce qu'en ce moment, ça lui fait mal. J'avais ça dans mes notes, je l'avais pas amené encore. Ouais. Il y a toujours 2-3 bris de service contre lui. C'est la même chose contre Nadal, c'est 3 bris de service ou 2 à la deuxième manche. Puis c'est encore plus évident sur terre battue, justement, où ta deuxième balle avance moins inévitablement. Ouais. L'adversaire a la chance d'attaquer ce service. Puis je regardais le match Shapovalov contre Félix, les statistiques, il y avait un bon 10 km/h de différence tout simplement entre les deuxièmes balles des deux joueurs. Puis ça fait une différence à ce niveau de laisser autant de temps à un joueur en face, un bon retourneur de surcroît sur terre battue, pouvoir te retourner. Félix va devoir améliorer cet aspect de son jeu parce que sinon, il y a un jeu complet. La surface ici est bien également. Il se déplace super bien. On ne parle pas de son revers qui est tout simplement... Il est fluide. Son coup droit, même chose lorsqu'il est en place pour son coup droit d'attaque. Ah oui. Lorsqu'on regardait, évidemment, il a fait 30 fautes directes contre Nadal. C'était 14 plus que l'Espagnol. Mais c'est ça pour tous les joueurs qui affrontent Nadal sur terre battue parce que Nadal, à la base, lorsqu'il est dans une bonne journée, il retourne toutes les balles, il est en mesure de se déplacer partout sur le terrain. Donc, tu n'as pas le choix d'essayer de surjouer. Ça avait bien fonctionné avec Tsitsipas qui a été en mesure d'aller chercher justement ses coups gagnants. Puis il était lui aussi dans une excellente journée. Puis il a été en mesure de malmener l'Espagnol. Mais moindrement que tu essaies de trop en faire, c'est là que les fautes directes arrivent. Donc là, il n'y avait rien d'étonnant de ce côté. Moi, je pense vraiment que Félix doit se concentrer sur sa deuxième balle de service. Sur sa deuxième balle. Puis quand même, il y a un total assez inhabituel de double faute. Ouais. Récemment, contre Coric, ça a été un problème, notamment. J'ai trouvé que sur plusieurs jeux de service, ça venait couper complètement son rythme, couper son élan, de se retrouver, disons, là, sur un point où il mène 30-15, mais de commettre une double faute comme ça.
Je pense qu'il y en avait 6 au début du deuxième set. Déjà, il en avait accumulé beaucoup. Donc, je suis allé voir sur le site de l'ATP. Je pense qu'il a dépassé tout juste la barre des 100 double fautes jusqu'à date depuis le début de l'année. Donc, c'est assez à surveiller de ce côté-là, à améliorer certainement. Évidemment, c'est pas étranger aussi. Là. On repense à son match contre John Isner à Miami, que veut pas, ça reste dans un coin de ta tête pendant un moment aussi de réaliser que lorsque le moment arrive, tu commences à être plus nerveux, puis là, tu commences à penser un peu plus. On sait, ceux qui jouent également le savent, c'est tellement un automatisme, ta deuxième balle de service, que tu ne dois pas commencer à y penser. De la faire va commencer à vouloir la pousser. Puis là, on sent que Félix pense peut-être un peu trop avant de la faire lorsque le moment est vraiment important. Puis ce qui explique peut-être ce nombre de double fautes et également le fait qu'il doit la travailler. Donc en ce moment, c'est normal que s'il essaye de pousser un peu plus, lui aussi, si nous on le remarque, c'est sûr que de son côté puis son équipe aussi lui disent. Puis c'est cette transition qu'il doit faire. Et c'est évident que si tu commences à pousser un peu plus, l'essayer en match, de ne pas revenir dans tes vieux patterns, ben c'est là que tu peux faire des erreurs qui sont du moins plus fréquentes. Donc, au moins pour lui, il est capable d'enchaîner lorsque les points sont commencés d'être dominants. C'est simplement de bien le partir encore une fois parce qu'on sait combien c'est important sur le circuit des hommes de pouvoir partir le point avec force et agressivité lorsque tu es au service. On verra si ce sont des enseignements qu'il va être capable de mettre à contribution. Je ne suis pas trop inquiet, là, mais d'après moi, ça va se passer prochainement pour Félix. Puis les résultats vont être là. Écoute, on a parlé de plusieurs des gros ténors, mais un des noms qu'on n'a pas mentionné, c'est le champion en titre du tournoi à Madrid, Alexander Zverev, pour lequel ça s'est terminé en quart de finale. Ceux qui n'ont pas vu ce match-là, d'ailleurs, Zverev contre Tsitsipas, c'était du très haut calibre. Le genre de match qui te fait apprécier d'être un fan de tennis. Là. Moi, j'ai adoré ce match-là. Donc, pour Zverev, en quoi ça se traduit? Tout ça, ça se traduit en une perte de 590 points au classement, étant donné qu'un Masters vaut 1000 points qu'il avait gagné l'an passé. C'est drôle parce que j'avais l'impression, avant d'arriver en nombre, que j'allais dire que je trouvais que c'était encourageant tout ça pour Zverev, qui joue tellement pas bien depuis le début de 2019. Il a enchaîné, j'ai trouvé que ses matchs contre David Ferrer puis Hubert Hurkacz en début de tournoi, c'était vraiment le Zverev agressif qu'on a vu en 2018 et aussi par moment en 2017 aussi. Tout à fait. Puis ça m'encourageait pour la suite. Puis juste au moment où je dis ça, il a fait que passer à Rome. Oui. Battu 7-5, 7-5 par Matteo Berrettini en matinée mardi. Donc je m'en venais au podcast en disant que je trouvais que c'était encourageant malgré la défaite contre Tsitsipas pour Zverev. Mais là, je suis plus certain. Non, c'est tout simplement Zverev qui décide de te faire mentir, en fait, puis qui te remet en question. Puis c'est tout à fait normal parce que lorsque tu regardes, on savait, puis on l'avait mentionné, que Zverev, la saison sur terre battue est importante. Sans doute que lui le savait, puis peut-être qu'il s'en est un peu trop mis sur les épaules, ou en même temps, on le sentait par moments, on dirait un petit manque de motivation. On parlait de Djokovic sur le terrain qui semblait pas nécessairement vouloir pousser davantage. Je trouvais que Zverev avait parfois cette nonchalance sur le terrain, que c'est pas grave ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui arrive. Il y avait tellement de points à défendre pour lui. C'est dommage, en fait, qu'il ait perdu contre Tsitsipas parce que c'est sans doute l'un de ses meilleurs matchs en ce début de saison. Tout simplement, il fallait un gagnant dans cette rencontre. Donc oui, la perte de points est immense. Mais là, cette semaine, c'est tout aussi pénible du côté de Rome parce qu'il était quand même finaliste pour lui. Donc là, de perdre à son premier match, donc au deuxième tour, là, ça commence à être vraiment compliqué pour lui. Il a tout simplement descendu d'un rang au classement parce qu'on sait que l'écart est quand même grand lorsqu'on regarde entre les joueurs du top 10. Mais juste mentalement, il ne peut pas se présenter en confiance à Roland-Garros. Et on sait combien que ça a été compliqué pour lui par le passé en tournoi du Grand Chelem de connaître du succès. Disons que c'est vraiment pas l'entrée en matière qu'il voulait. Mais sais-tu quoi? Il y a deux manières de regarder cette médaille-là. Peut-être que pour la première fois depuis longtemps, il va arriver dans un majeur alors que tout le monde considère que il est loin des favoris pour l'emporter. Puis peut-être que cette absence totale de pression-là, probablement qu'il va s'en mettre lui-même, mais de la part des observateurs, de la part des médias, peut-être que justement ça va lui permettre de jouer librement. C'est la seule manière positive qu'on peut spinner cette déchéance-là pour Zverev pour commencer l'année. J'admets tellement ton optimisme, Max, mais je pense que c'est une belle façon de voir les choses. Son début de tournoi va être tellement important pour lui parce que c'est vrai qu'on l'attendra peut-être pas autant que tu l'as mentionné. Là, tu passes maintenant qui s'insère dans les discussions, justement, qu'on l'attendait peut-être pas sur cette surface nécessairement. Mais en début de tournoi, il n'y a pas le choix. Ces deux premiers tours, il faut qu'il soit convaincant, Zverev, parce que sinon, ça va vraiment être compliqué. Puis là, encore une fois, on va commencer à en parler. Parce que s'il gagne ses premiers matchs en 3 manches, il n'y a personne probablement qui va mentionner Zverev. Il va simplement dire « Ah oui, d'ailleurs, le 5e mondial avance au prochain tour. » Il n'y aura pas de problème pour lui. Comme tu dis, il va passer un peu sans la pression de devoir absolument l'emporter. Puis s'il se présente en deuxième semaine avec cette mentalité, là, tout d'un coup, oui, on va pouvoir le regarder plus puis se dire OK, il y a quelque chose à faire là du côté de Zverev. Mais lorsque j'ai voulu simplement comparer ces 2 années, 2019 et 2018, on parle de la défaite au premier tour à Rome, le quart de finale à Madrid.
un deuxième tour à Barcelone, troisième tour à Monte-Carlo. L'an dernier, c'était Rome finale contre Nadal, victoire à Madrid. Munich, il avait été champion aussi. Il n'avait pas fait le tournoi de Barcelone, mais il avait fait une demi-finale à Monte-Carlo. Donc, c'est complètement différent d'une année à l'autre pour lui. C'est à l'opposé du spectre complètement. Là. Tout à fait. Passer d'être dominant à chancelant, malheureusement, d'une année à l'autre. Ouais. On va voir. Disons qu'on a les deux types de joueurs en ce moment. On a Tsitsipas qui est tout feu, tout flamme, qui se présente à Roland-Garros et on se demande, peut-il simplement enchaîner ou est-ce qu'il va avoir justement brûlé trop d'énergie en arrivant à ce tournoi et qu'il va peut-être être épuisé? T'as de l'autre côté Zverev qui n'a aucun repère en ce moment sur terre battue. Est-ce qu'il va se présenter justement puis ça va tout simplement suivre cette vague? Il va connaître un tournoi qui va sortir de manière hâtive. Ouais. Ou va-t-il être capable tout d'un coup de ressurgir un peu de n'importe où? De n'importe où. Ouais, en tout cas, du moins, de renaître de ses cendres, je le dirais comme ça. Mais écoute, si tu veux bien aussi un petit commentaire, parce que du côté féminin, ça a été une victoire de Kiki Bertens, la néerlandaise, contre Simona Alep. La Roumaine est passée très près. Très près, elle a été défaite en 2-7, 6-4, 6-4. Mais Alep avait une chance quand même de reprendre la couronne mondiale de numéro 1 à Naomi Osaka. Elle n'a pas réussi à le faire, malheureusement pour elle. Mais du côté de Bertens, ça l'amène au 4e rang mondial, qui est le meilleur classement qu'elle n'a jamais eu. Donc, à 27 ans, c'est quand même intéressant de voir une histoire comme celle-là. Des fois, on se dit que la WTA, c'est l'affaire des jeunes joueuses qui frappent fort. Bertens frappe très fort aussi, mais c'est une vétérane du circuit qui a 27 ans. Est probablement la meilleure joueuse sur terre battue au moment où on se parle sur le circuit. Tout à fait. Puis là aussi, les références en conséquence. Là, on parle de demi-finale à Stuttgart. Elle connaît un excellent début de saison. Là, les 8e à Miami, mais c'était contre Ashley Barty qu'elle a perdu. On se souvient que c'est Barty qui a gagné le tournoi. Donc encore là, rien de déshonorable dans cette histoire. Elle a fait les 8e de finale à Indian Wells, quart de finale à Doha. Elle a fait sa victoire également à Saint-Pétersbourg. Des demi-finales aussi à Sydney. Et là, la victoire qu'elle vient d'avoir à Madrid. Donc tout simplement impressionnant du côté de Bertens qu'elle est en mesure de faire. Puis contre une Alep, justement, que les enjeux étaient très grands. Je ne sais pas à quel point c'était une source de motivation ou ça a encore pesé sur les épaules d'Alep. On sait que c'est une des joueuses, on pensait que c'était réglé avec ses histoires de première victoire en Grand Chelem, mais je crois que mentalement, par moment, c'est encore compliqué pour la Roumaine, justement, lorsque je pense qu'elle est plus du genre à vouloir se mettre une pression sur les épaules lorsque la situation l'exige, parce qu'avec la défaite en quart de finale d'Osaka, tu l'as mentionné, elle avait la chance de reconquérir ce premier rang mondial. Puis c'est certain que tu n'as pas le choix de l'avoir en arrière de la tête lorsque tu commences à jouer un match, de te dire hey, je peux gagner le titre, je peux finir avec le trophée, mais je peux être numéro 1 mondial. D'après moi, ça sera elle peut éventuellement enchaîner, mais là, ça va être compliqué pour elle parce qu'elle a ses points à défendre. Voilà, puis non seulement ça, je pense que Osaka, ça fait quand même quelques semaines que son premier rang mondial est remis en question à chaque tournoi, ça passe proche des fois, mais je pense qu'elle va avoir un sursis jusqu'à Roland-Garros parce qu'à Rome, Alep est la finaliste de 2018, tandis que Osaka a seulement des points de deuxième tour à défendre de son côté. Donc, si on veut, elle est safe de ce côté-là, du côté d'Osaka. Et puis peut-être un petit dernier mot sur Bertens. C'est pas une des joueuses dont on parle le plus sur le circuit. Disons que c'est peut-être pas une des têtes d'affiche avec lesquelles on vend un tournoi du côté des promoteurs et tout, mais force est d'admettre que ces choses vont vraiment bien. Puis c'est la joueuse avec le plus grand nombre de victoires sur terre battue depuis 2016. Bertens, je conclurai avec ça du côté féminin pour ma part. De ma manière, je pense, moi j'enchaînerais avec, tu as mentionné, c'est peut-être pas la joueuse qui vend le plus de billets, mais l'une des joueuses qui vend beaucoup de billets, c'est Serena Williams, qui elle faisait son retour à Rome, malheureusement aurait été écourtée. Là, on a appris tout juste avant l'enregistrement ce matin, en fait, tu me l'as mis un peu. Je t'ai refilé l'info. Et oui, voilà. Qu'elle se retirait de son match contre sa sœur. Contre sa sœur, elle était censée jouer un match de deuxième tour contre Venus, mais un problème persistant au genou gauche pour Serena. Jusqu'à quel point est-ce que ça va la déranger à 2 semaines de Roland-Garros? Évidemment, on lui souhaite le mieux pour sa guérison. Exactement, elle avait été convaincante pourtant dans son match contre Rebecca Peterson, dans son entrée en matière également à Rome. Donc, pris un peu par surprise, mais on sait qu'elle a été ennuyée justement par ce problème au genou qui avait tenu à l'écart. Évidemment, elle n'avait pas joué depuis Miami, en fait. Donc, on espérait un retour, justement, que ça n'allait pas être une blessure qui allait la sortir du tournoi, mais disons que c'est quand même inquiétant avec le Grand Chelem qui se profile. Parlant d'espérer un retour pour Roland-Garros, Bianca Andreescu, on souhaite que l'entraînement de son côté est bien repris. Je pense que ça augmente graduellement d'intensité de son côté avec sa déchirure à l'épaule droite.
on espère le mieux pour elle, puis qu'elle soit présente malgré et qu'elle réussisse des bons résultats malgré l'absence de matchs sur terre battue, qui à la base n'était pas une surface sur laquelle elle avait énormément de matchs emmagasinés depuis son arrivée sur le circuit WTA. Il va falloir tempérer les attentes du côté de la Canadienne de 18 ans. À moins d'un revirement de situation, ce qui circule en ce moment dans l'équipe d'Andreescu, c'est qu'elle sera à Roland-Garros, en fait. Donc, pour elle, ce serait une 3e participation à ce tournoi, mais elle n'a jamais atteint le tableau principal. Donc, ça serait une première dans ce cas-ci. Elle qui avait perdu au premier tour des qualifications en 2017. Et l'an dernier, elle avait atteint quand même le 3e tour des qualifications. Donc, elle a été à une seule victoire du tableau principal. Donc, là, pour elle, déjà là, avec son classement également de 23e mondial, c'est pas une mauvaise chose si elle peut avoir justement un tirage au sort qui lui est favorable. En partant, c'est pour être son premier match sur terre battue, évidemment. Il doit y avoir des matchs d'entraînement d'ici là qui vont se faire. Là, on voit les vidéos, évidemment, qui circulent, qu'on la voit à l'entraînement. Mais c'est pas la même chose contre une joueuse, évidemment, dans un tournoi du Grand Chelem. Donc, on va y souhaiter de son côté que ça puisse se replacer. S'il y a une joueuse également qui pourrait effectuer un retour à Roland-Garros. C'est très conditionnel comme tout ça. On va mettre vraiment les guillemets pour retour, c'est Eugénie Bouchard. Le mystère Eugénie Bouchard depuis quelques mois, c'est assez particulier. Sachant que le 18 mars était son dernier match, ça fait 2 mois d'inactivité complète. Là. Aucun match joué depuis, c'est ça, là, le 18 mai, ça va faire 2 mois, donc dans quelques jours. Est-ce qu'elle sera à Roland-Garros? On ne le sait pas, mais elle a raté quand même l'entièreté du calendrier préparatoire sur terre battue. On sait déjà qu'elle n'est pas inscrite pour les tournois, le début de la saison sur gazon qui suit tout juste Roland-Garros. Donc, à travers tout ça, il faut se demander est-ce qu'elle est le moindrement dans des conditions autant physiques que psychologiques, là, parce qu'on ne sait pas cette longue pause, elle est attribuable à quoi exactement. Ouais. Dans le cas d'Eugénie, en fait, on dit que c'est la fameuse blessure aux abdominaux. Aux abdominaux qui l'empêchent de s'entraîner depuis 2 mois. J'ai un certain niveau de scepticisme par rapport à ça, c'est possible, là, mais il faut qu'elle fasse attention, Eugénie, si elle vient jouer son match de premier tour à Roland-Garros, parce qu'elle est 78e, effectivement, elle a le droit de disputer le premier tour à Roland-Garros, mais il y a un règlement maintenant sur les circuits ATP et WTA qui fait en sorte que les joueurs qui se présentent pour leur match avec une blessure ou quelque chose qui les empêche de manière significative et qui viennent quand même jouer, je ne sais pas comment ils calculent ça exactement, mais il y a une amende qui s'ensuit. Donc, il y a un chèque, je pense, d'à peu près 50 000 pour jouer le match de premier tour. Est-ce qu'elle va venir le disputer, Eugénie? On n'a pas de nouvelles. C'est le haut beau fixe de ce côté-là en ce moment. Tout à fait. Puis il y a très peu d'informations en fait qui circulent du clan, je vais dire du clan Eugénie, mais qu'est-ce qui reste du clan Eugénie? Parce que les nouvelles qu'on avait exactement déjà, elle n'avait plus son préparateur physique. Là, on a annoncé la séparation d'elle et de son entraîneur, Michael Joyce. Donc là, on parle, ça fait quand même un 4e entraîneur pour Eugénie en peu de temps. L'an dernier, également, s'était séparé de 3 autres entraîneurs. On parle d'Harold Solomon, Robert Lansdorp et Martin Sinner. Donc, encore une fois, c'est dommage qu'on doive parler d'Eugénie de cette façon parce qu'on se souvient, en début d'année, ça avait été encourageant, même en Australie également, elle a montré de belles choses. Elle nous avait démontré de belles choses. Elle avait joué des matchs très encourageants pour la suite des choses. Pas nécessairement toujours dans des victoires. Je me rappelle d'une défaite à l'arraché contre Julia Görges. Ça avait été un de ses beaux matchs, je dirais, dans les 2 ou 3 dernières années. Tout à fait. Et puis, là, on est encore en train de parler de séparation avec son entraîneur. Donc, qui est dans son coin en ce moment pour la coacher, la supporter dans tout ce processus-là, c'est nébuleux. Exactement. On va le savoir dans un peu moins de 2 semaines, en fait, qu'est-ce qui se produit pour elle du côté de Roland-Garros. Oui, puis poursuivons peut-être dans cette même veine-là. Il y a une longue absence du côté de Bouchard. Une des joueuses qu'on s'attend à revoir pour Roland-Garros, c'est la Russe, Maria Sharapova. Oui. Quand on parle de longue absence, c'est dur de faire mieux ou pire, hein? Je ne sais pas quel mot dire, mais ça fait depuis la fin janvier à Saint-Pétersbourg que Sharapova n'a disputé aucun match, mais elle a quand même l'intention, selon ce qu'elle a annoncé, de jouer les tournois de Roland-Garros et puis Wimbledon. Dans quelle forme est-ce qu'elle va se présenter, on ne sait pas, mais c'est quand même une ancienne championne de Roland-Garros, Sharapova. Donc, exactement. Quand même plusieurs points d'interrogation. T'as à peine 2 semaines du début de ce 2e tournoi majeur de la saison. Puis encore une fois, plusieurs questions qui demeurent pour l'instant sans réponse. Évidemment, on saura vous en dire plus éventuellement. Je pense qu'on parle de ceux, excuse-moi Max, de ceux qu'on ne sait pas qui y seront. Mais il y a un absent de taille. Puis quand même le mentionné, le David Ferrer qui a annoncé quand même sa retraite à Madrid à la suite de sa défaite. Tu me devances là-dessus. Je voulais pas qu'on termine l'épisode sans parler de David Ferrer. Je pense qu'il mérite en soi. Ben oui, 37 ans.
peut-être que Nadal est le guerrier ultime sur le circuit ATP, mais moi, quand je pense au mot intensité, au mot guerrier, c'est un nom qui me vient en tête. David Ferrer, c'était... disons, il a joué dans une époque où le Big Four, si on veut, si on rajoute Murray au Big Three, était toujours au devant, mais David Ferrer n'était jamais bien loin. Il était un peu dans l'ombre de ces gars-là, mais il termine quand même avec une carrière assez exceptionnelle. 27 titres, dont 13 sur terre battue, qui était, en tant qu'Espagnol, sa surface préférée. Il en a fait pleurer quelques-uns à Madrid quand il a disputé son dernier match. C'est Zverev qui l'a envoyé à la retraite en début de semaine dernière. Il y a eu une cérémonie, puis tu vois à quel point les gens les Madrilènes, les gens de Madrid, pardon, l'appréciaient. Les Espagnols, c'était vraiment là, ça criait Ferrou qui est son surnom. C'était un gars vraiment, vraiment apprécié de tous sur le circuit. Exactement. Puis les joueurs l'ont mentionné d'ailleurs après sa défaite, là, les Roger Federer qui l'a confronté tout au long de sa carrière, qui a sensiblement enlevé tellement de titres à Ferrer en soi. Même chose pour Rafael Nadal sur terre battue. Ils ont une finale d'ailleurs, les deux à Roland-Garros, donc ça aurait été le plus proche que Ferrer va passer. C'est un de ses highlights, si on veut, Ferrer, d'avoir atteint une finale à Roland-Garros. Il a aussi gagné un titre du Masters. C'était Paris en 2012. Tout à fait, donc d'avoir des joueurs comme également Juan Martín del Potro qui l'a côtoyé. Même les jeunes, la relève, Dominic Thiem qui a quand même fait un super message pour Ferrer, disant qu'il a eu la chance de le voir, qu'il l'a inspiré justement cet esprit guerrier. Je pense que Ferrer l'incarnait parfaitement. Pour moi, ça considérait l'un des derniers de la vieille garde. Là. Évidemment, il reste encore les Federer, Nadal, mais eux, c'est une classe à part, mais tu avais la vieille garde. Ferrer, ce style de joueur où ça fonctionnait encore sur le circuit, de pouvoir simplement renvoyer. C'est pas si simple que ça, non? Évidemment, de pouvoir renvoyer la balle, faire durer l'échange au maximum, d'être capable de contrer cette puissance que certains joueurs avaient. Ferrer, c'était ce joueur type sur terre battue où il pouvait renvoyer toutes les balles. Et là, tu as eu un Rafael Nadal qui est arrivé dans le portrait et qui a tout raflé sur terre. Un engagement total dans chaque échange pour David Ferrer, un gars qui n'abandonne pas, peu importe le score. On peut pas dire ça de tous les joueurs sur le circuit ATP, mais lui, il avait ça dans son ADN. Lorsqu'il se présentait pour un match, tu savais qu'il allait tout simplement tout donner, puis c'était tout simplement l'avantage des spectateurs parce que tu savais que tu allais avoir un bon spectacle avec Ferrer sur le terrain. Oui, on souhaite une bonne retraite à l'ancien numéro 3 mondial. Tout à fait. Je pense que nous, on peut conclure là-dessus. C'est une bonne note pour conclure. Exactement, puis on va enchaîner. Nous, on va se revoir tout juste avant Roland-Garros. On l'espère bien en soi. Il faut pouvoir encore discuter de ce qui vient de se passer à Rome puis mettre la table pour ce deuxième tournoi. On parlera du tableau puis de nos impressions sur ce qui devrait se passer et qui probablement ne se passera pas du tout. Mais ça fait partie du jeu des prédictions. On va encore pouvoir mettre vraiment sur une feuille nos favoris dans l'ordre et ensuite dire qui aura le plus raison ou le moins tort, disons-le ici. Merci à tous d'avoir été avec nous, puis on espère vous voir bientôt. Merci, à la prochaine.